What is up, family? We have another Patreon request. This is definitely going to be in, I'll do half now. See what this is about. See if it can even be posted. It's on Daily Motion, so that gives me already worries about YouTube. Anyways, it's Hitler and Stalin. The Clash of the Tyrants. Le choc du tyran. So we got Germany and Russia at the time where they were their most powerful self, I assume. And we're going to see, I don't know what we're going to see. Those are people. 1er mai 1941. Wow. Staline, le maître incontesté de l'immense empire soviétique, assiste au traditionnel défilé de la fête du travail. Wow. Un détail saisissant marque ces festivités. Parmi les invités les plus prestigieux, la présence d'uniformes nazis. Oh. Hitler a envoyé une délégation à Moscou. Ces images rares témoignent de l'incroyable complicité qui lie alors les deux dictateurs. L'entente contre nature entre le géant communiste et le Troisième Reich nazi vit cependant ces dernières heures. Dans moins de 2 mois, ce pacte des diables tournera au choc des tyrans. Hitler et Staline se feront face dans le plus meurtrier conflit de l'histoire, au prix de 30 millions de morts. Un seul en sortira vainqueur. Leur alliance avait sidéré le monde. Leur affrontement le changera à jamais. Yep, they didn't give a shit about life. The only lives they cared about were their own lives. Huh. I guess they both really were kind of similar. « 30 janvier 1933. Hitler est élu chancelier du Reich. Son triomphe, il ne le doit qu'à lui-même, pense-t-il. Hitler ignore que Staline, qui règne depuis 4 ans sur l'Union soviétique, l'a aidé dans l'ombre à prendre le pouvoir. Le maître du Kremlin préfère une Allemagne fasciste à une Europe démocratique soudée contre lui. En interdisant aux communistes allemands de s'allier avec la gauche aux élections de 1933, il était conscient de favoriser la prise du pouvoir par Hitler. Staline joue avec le feu. Il n'a pas lu Mein Kampf, le programme idéologique du Führer, publié en 1925. Hitler y détaille pourtant son projet d'anéantir l'URSS, afin de coloniser son territoire.
Staline imagine qu'une alliance est possible avec ce dictateur débutant. Leurs ennemis sont les mêmes, la France et l'Angleterre. Et malgré les idéologies qui les opposent, les deux tyrans partagent de nombreux points communs. Choyés par des mères aimantes, élevés dans la détestation du père, ils ont grandi dans les milieux les plus modestes de la petite bourgeoisie. Ce sont deux autodidactes qui ont fait leurs armes dans le coup de poing et l'agitation de rue. Leur vocation, Hitler la trouve dans la boucherie de 14-18. Staline, dans la révolution de 1917. Tous deux sont de véritables chefs de gang, qui ont verrouillé leur dictature en plaçant leurs hommes au poste clé du pouvoir. Man, Hitler always looked pissed off. Always mad. Always Dans mad l'entourage looking. d'Hitler, le gang s'articule autour de trois hommes. Heinrich Himmler, le bras policier du régime. Féru de mysticisme, cet ancien éleveur de poulets a pris la tête de la SS, la garde rapprochée de Hitler. Joseph Goebbels, dit le boiteux, en raison de son pied beau, et l'intellectuel de la bande. Écrivain raté, dont les manuscrits ont été refusés par les éditeurs berlinois. Il dirige la propagande du régime. Hermann Göring, un héros de la Première Guerre mondiale, connu pour ses faits d'armes comme pilote de la Luftwaffe. Mondain et cocaïnomane, ministre sans portefeuille, il a créé la Gestapo dès la prise de pouvoir d'Hitler. En 1933, le cercle des intimes intègre deux nouvelles figures. Reinhard Heydrich, l'archétype de l'arien qui fascine tant Hitler. Un fanatique, au tempérament de glace, qui chapeautera l'appareil de répression du Troisième Reich. Et Martin Bormann, qui contrôle la bureaucratie du parti, le secrétaire particulier du Führer. Chez Staline, le gang est à géométrie variable. Il se cimente autour de ceux qui l'ont connu au temps héroïque de la révolution de 1917, comme le général Voroshilov. Kaganovitch, dit la locomotive, ou Kalinin, surnommé Papa. Les historiques sont concurrencés par ceux qui ont contribué à verrouiller le parti dans les années 20. Le fidèle Molotov, futur numéro 2 du régime. L'Arménien Mikoyan, un apparatchik polyvalent. Ou l'ancien forgeron Nikita Khrouchtchev, un fils de paysan ukrainien, à qui Staline confie la direction du Parti communiste de Kiev. Lavrenti Beria, futur chef du terrible NKVD, la police politique, ancêtre du KGB, intègre le cercle dans le courant des années 30. Ce sont tous des criminels de masse, responsables de l'extermination par la famine de 2 à 5 millions de paysans ukrainiens au début des années 30. Et des purges incessantes. They were already starting in 1930s. And here we are again with Ukraine and Russia. Here we are again. So it was already beginning in the 19... Wow, I didn't know that. Qui marquent le règne de Staline. Wow. Ils sont des monstres. Après les journées de travail au Kremlin, Staline réunit son gang presque chaque soir autour de la table de sa salle à manger. Les porte-flingues rivalisent de bons mots et de grossièreté pour amuser le tyran qui n'est pas en reste. Il règne ici un esprit de franche camaraderie, électrisé par la vodka. Au
cours de cette année 1933, l'attitude vis-à-vis d'Hitler est l'objet de vives discussions. Les membres du gang s'inquiètent de son anticommunisme et de son militarisme affiché. Si Hitler représente une menace, rétorque Staline, quoi de mieux que de s'allier avec lui pour la neutraliser? Un accord avec Hitler leur permettrait aussi de faire front contre la France et l'Angleterre, leurs ennemis communs. Hitler vient de prendre le pouvoir quand Staline dépêche en secret des émissaires à Berlin pour entrer en contact avec lui. Ces tentatives se soldent par un échec. Pour l'heure, Hitler refuse toute relation avec Staline. Il y a plus important. Yeah. Le Führer doit avant tout rassurer son armée et asseoir son pouvoir. Pour cela, il lui faut se débarrasser des SA, l'organisation paramilitaire qui lui fut si utile pour parvenir au pouvoir. C'est la nuit des longs couteaux. Le 30 juin 1934, Hitler ordonne le meurtre systématique des SA. Leur chef, Ernst Röhm, l'un des tout premiers fidèles du Führer, n'est pas épargné. La purge s'étend sur plusieurs jours. Elle se solde par des centaines de morts. Some of them look very Au young. Kremlin, Staline est impressionné par le massacre. Il ne cache pas son admiration à Anastas Mikoyan. Tu as entendu ce qui s'est passé en Allemagne? Un sacré type, ce Hitler. C'est formidable. Ça demande du savoir-faire. Wow. Wow. Staline a reconnu en Hitler un dirigeant à sa mesure. Les deux hommes n'ayant foi qu'en la terreur. Depuis son accession au pouvoir en 1929, le maître du Kremlin a développé le système des camps spéciaux du Goulag, fusillant à tour de bras, expédiant par centaines de milliers les ennemis de classe supposés aux lisières de son empire. Le Goulag est une source d'inspiration pour Hitler. Il commente. Oh my God! I think I saw a smile. Staline est mon chouchou. Oh my God! I've never seen Hitler's face like that. Wow. Si comme Moscou, j'avais une spacieuse Sibérie à ma disposition, alors je n'aurais pas besoin de camps de concentration. Qui en ce monde parle des millions de victimes du bolchevisme? Au printemps 1933, après seulement quelques mois au pouvoir, Hitler a lui aussi ordonné une impitoyable répression contre les communistes, les juifs de Bavière et les démocrates. Ils sont déportés au camp d'Oranienburg et de Dachau. L'entourage de Staline s'émeut de cette répression qui anéantit le Parti communiste allemand. Staline balaye ses objections. Il est prêt à sacrifier les communistes allemands pour une alliance avec Hitler. Mais comment convaincre le Führer, qui jusqu'à présent a refusé tout dialogue avec lui? Staline doit donner des gages de bonne volonté. Ouais. Il connaît l'antisémitisme obsessionnel d'Hitler. Au rédacteur juif de la Pravda, le journal du parti, il ordonne de signer leurs articles de pseudonymes russes. Pas besoin d'exciter Hitler, commente-t-il.
Cela ne sera d'aucune utilité. En 1936, malgré de nouvelles tentatives de rapprochement initiées par Staline, Hitler ne veut rien entendre. Damn. Le chancelier du Reich a toujours le projet d'envahir l'URSS. Ah. Et l'opportunité d'affaiblir le maître du Kremlin vient de se présenter à lui. Durant l'été 1936, l'ambitieux Reinhard Heydrich a apporté à Hitler une nouvelle sensationnelle. Un complot contre Staline serait en cours à Moscou. Mikhaïl Tukhachevski, le plus brillant des maréchaux de l'armée rouge, aurait pris la tête d'un groupe de militaires décidés à abattre Staline. Hitler est-il prêt à soutenir le complot? Il hésite. Un putsch à Moscou pourrait donner des idées à ses propres généraux. Heydrich suggère une alternative. Si l'on doit envahir l'URSS, l'objectif est avant tout de décapiter son armée. Pour cela, il suffit de révéler à Staline la trahison du maréchal Tukhachevski. Hitler se laisse convaincre. Heydrich fabrique un dossier à charge contre l'officier soviétique. Le dossier revient par des voies détournées sur le bureau de Staline. Mais ce dernier n'est pas surpris. Il sait très bien que le complot est une fiction. Oh, wow. Good. Staline l'a lui-même inventé de toutes pièces. Il est pas Hitler tellement- pensait le manipuler. il est pas tellement con. C'est le contraire qui s'est produit. Ah. En réalité, Staline voulait la tête de Tukhachevski. Très populaire, le maréchal en chef n'avait cessé d'alerter les soviétiques contre le danger de l'Allemagne nazie et la stratégie de rapprochement avec le Führer. Le maître du Kremlin cherchait depuis lors à discréditer son maréchal en chef. Hitler, malgré lui, le lui sert sur un plateau. Tukhachevski est arrêté et exécuté le 12 juin 1937. Mais la soif d'épuration de Staline ne s'arrête pas là. L'armée rouge est devenue trop puissante à son goût. Près de 40 000 militaires, également accusés d'espionnage à la solde de puissances étrangères, subiront le même sort que Tukhachevski. En 1938, 90% des généraux de l'armée rouge, 80% de ses colonels, ont disparu dans les purges de ce qu'on appellera désormais la Grande Terreur. S'il s'attendait à voir des têtes tomber, Hitler est surpris par l'ampleur de la répression qui décime l'armée de Staline. Devant sa garde rapprochée, il déclare « Staline a probablement le cerveau fêlé. Voilà le danger qu'il nous faudra éliminer le moment venu. » Le 22 décembre 1937, Goebbels commente dans son journal « Discuter longuement avec le Führer. Staline et ses eunuques sont malades. Doit être éradiqué. » Mais l'invasion de l'URSS n'est pas encore à l'ordre du jour. La priorité d'Hitler, sa grande obsession, c'est les Juifs. Of course. Les lois raciales de Nuremberg les ont déjà exclus de la société. S'il songeait depuis 1924 à expulser le demi-million de Juifs de nationalité allemande, Hitler envisage désormais une solution plus radicale. L'extermination des Juifs d'Europe. La nuit de cristal est un galop d'essai. Dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938,
un vaste pogrom est organisé en Allemagne. Entre 2000 et 2500 juifs sont tués. 200 synagogues sont incendiées. 7500 commerces saccagés. 30 000 personnes sont arrêtées et déportées. Comme ici, au camp de Buchenwald. Ouais. Dégueulasse. Pour Hitler, il s'agit surtout de jauger la réaction de son opinion publique et de ses ennemis étrangers. Si les condamnations pleuvent du monde entier, aucune sanction ne vient enrayer la répression des Juifs d'Allemagne. Staline, lui, n'a pas un mot pour dénoncer la nuit de cristal. À la fin des années 30, les deux dictateurs ont fait table rase de toute opposition. Leur emblème pavoise les avenues et les édifices. Leurs portraits s'affichent partout. Ils peuvent s'adonner sans frein à leur narcissisme. Hitler, peintre raté, se targue d'être un esthète. Il se passionne pour le classicisme antique et l'architecture. Pour lui, l'art contemporain est forcément juif et dégénéré. Avec Albert Speer, un architecte aux dents longues, il s'enferme des heures entières pour étudier plans et maquettes de ses projets pharaoniques. Transformer Berlin. Voilà son plus grand projet. Ah. Germania, souffle-t-il à l'architecte. La capitale d'un grand Reich, destiné à rayonner 1000 ans sur le monde, sera seulement comparable à l'ancienne Égypte, à Babylone et à Rome. Hitler fournit à Speer des croquis qu'il a lui-même dessinés, notamment celui d'un gigantesque panthéon, surmonté d'une coupole de 274 mètres. À Speer de faire en sorte, en dépit de grossiers défauts d'architecture, que ses rêves deviennent réalité. Meanwhile, les rêves d'Hitler sont quelque peu ternis quand il apprend que Staline fait construire un palais des Soviets, plus haut que la future coupole de son panthéon. see, who has the bigger penis? That's all they give a shit about. And we're the workers and the ones who pay for it all. Comme Hitler, le dictateur soviétique est saisi par la folie des grandeurs. Lui aussi veut transformer sa capitale. Les simulations confectionnées par les architectes du régime dévoilent une cité futuriste digne du métropolis de Fritz Lang. Pour édifier son palais des Soviets, censé devenir le plus imposant bâtiment du monde, Staline a fait raser la plus grande cathédrale de Moscou. Pour rien. Comme le panthéon d'Hitler, son palais des Soviets ne verra jamais le jour. À Berlin, Hitler prend de vitesse son homologue soviétique. Auprès de l'architecte Albert Speer, il se plaint de l'exiguïté de la chancellerie du Reich. Hitler veut un palais plus impressionnant que le Kremlin. J'ai besoin de grands salons pour en imposer aux potentats étrangers, surtout aux plus petits. Le coût de l'opération m'est égal, mais ça doit aller très vite, et malgré cela, être du solide.
Le bâtiment est construit en un temps record. Ah. 4000 ouvriers ont travaillé nuit et jour sur le chantier. At 4,000. Night and day. Au mois de janvier 1939, la nouvelle chancellerie du Reich est prête à accueillir son hôte. Wow. Oh. Tout y Wow. est surdimensionné. Les portes sont 3 fois plus hautes que dans un édifice de taille rationnelle. Bigger penis. Le bureau du Führer occupe la surface d'un terrain de football. Huh. La pompe qui entoure le pouvoir d'Hitler s'accorde parfaitement avec son atmosphère glaciale. Un symbole de sa tyrannie. Ces grands travaux vont de pair avec une entreprise coloniale. I wish they would have told us how long it took. Or did they? Did I miss that part? How long did it take? 4,000 workers, day and night. Completed, obviously, the mission. But how long did it take? 3 mois? 6 mois? 1 an? 2 ans? Les deux dictateurs y voient le moyen d'élargir leur territoire et de pérenniser leur pouvoir. Staline exploite les détenus du goulag pour coloniser les régions les plus hostiles de son empire et en extraire les richesses. La Sibérie orientale, notamment, regorge des plus importantes réserves d'or et d'étain au monde. Afin de satisfaire aux besoins en main-d'œuvre, Wow. des arrestations arbitraires ont lieu à grande échelle dans chaque ville d'Union soviétique. Les prisonniers sont déportés aux confins de la Russie pour y être réduits en esclavage. I'd rather be dead than be a prisoner. What's this? Hitler, lui, a théorisé son projet colonial dans Mein Kampf. Poor Le kids. Lebensraum, l'espace vital, Poor kids. s'implantera sur les ruines de l'Union soviétique, comme l'illustrent ces images de propagande. Wow. L'expansion de la race aryenne jusqu'en Russie nécessitera d'éliminer les populations indésirables. The hell? Quant aux grands travaux entrepris par Staline à Moscou, Hitler jure d'y mettre un terme en faisant d'une pierre deux coups. Repair les chevaux. Quand nous Les envahirons cheveux. l'URSS, confie-t-il à ses sbires, c'en sera fini de leur construction. Yeah, he looks En pissed attendant, off. Hitler a pour ambition de reconstituer la Grande Allemagne. Il lorgne du côté des Sudètes, une région de Tchécoslovaquie majoritairement peuplée d'Allemands. L'Angleterre et la France, alliées à la Tchécoslovaquie, préfèrent abandonner les Sudètes pour éviter la guerre. Un accord est signé à Munich le 30 septembre 1938. You know that saying? Give an inch, they take a mile. Be careful. When you say, I want to avoid war, I'll let them, win this time or allow them to have what they want this time. That's definitely never the solution. Never. Staline n'a même pas été convié aux négociations. Never. C'est pour lui un camouflet diplomatique et un véritable coup de semonce. Holy shit, he's smiling again. Car si les canons d'Hitler ne sont plus tournés vers l'ouest, l'URSS
se retrouvera dans sa ligne de mire. He's Pour la waiting. première fois, Staline comprend qu'Hitler est une menace. Mm-hmm. 10 Wanted to ans rule après the sa world. parution, il s'est enfin décidé à faire traduire Mein Kampf. Il ne peut plus ignorer le projet nazi de colonisation de l'URSS. Mm-hmm. Et pour l'empêcher, il doit trouver un terrain d'entente avec Hitler. Le gang est convoqué en urgence. À la table de la salle à manger sont réunis les principaux membres du Politburo. Kaganovich, Molotov, Jdanov, Voroshilov et Mikoyan. Staline est furieux. Les Britanniques et les Français veulent inciter Hitler à attaquer l'URSS. Quelle est la parade? S'inquiètent ses camarades. Faire en sorte qu'Hitler vienne de lui-même à la table des négociations, répond Staline. Certains se risquent à émettre des objections. La discussion est vive. Quand le gang se sépare autour de minuit, la stratégie de Staline s'est imposée. Ah. Le 10 mars 1939, Staline flatte Hitler à la surprise générale devant le 18e congrès du Parti communiste. Il déclare que ce sont les démocraties occidentales qui sont les fauteurs de guerre et non Hitler. Le chancelier du Reich, présenté comme un homme de paix, est exonéré de toute responsabilité. I tell you, Hitler, this shows me that Hitler had a way bigger head than I even thought he did. You know what I mean? I knew he was, he had this thing in his head, I'm going to rule the world. But, I mean, USSR was no joke. No joke back then. And Hitler's like, there's no such thing as being friends with anyone. I want to take over the world. I don't need a friend. I don't need you guys. You're next on my list. I don't care how powerful you guys think you are. I'm going after you. It's just, I got this little Jewish problem first. But after that, I'm coming after you. This guy loved the way Hitler, thought in the beginning until he realized, holy shit, this guy's crazy. He's going to even come after us. Even after I'd support him and tell him I want to work with him and together we could be powerful more than ever as allies, Hitler's like, what? Allies? Hell, the only way that you're going to be my ally is if you bow down to me and let me take over. Then you can be my ally. Hitler was just absolutely was. Listen, I think Hitler in his head said, the only way this is going to stop is when I'm dead. If somebody kills me, that's the only way this is going to end. Because I will stop at nothing to take over Europe. And what do you think would happen if he took over Europe? You thought he would be finished then? Oh, hell no. No. He would just keep going all the way. He just had that kind of thinking. It's no joke. Depuis Berlin, Ribbentrop. He got some of his hair back. Some of his hair returned. Le ministre des Affaires étrangères allemand a entendu Staline. Il saisit l'occasion pour convaincre Hitler qu'un accord avec l'URSS servirait les intérêts du Reich. Pour une fois, Hitler tend l'oreille. Yes, but even if he says, okay, trust me, there's a plan behind it, where he's like, I'll screw you later. When I need to, I'll screw you. Don't worry. So if you want to pretend like we're friends, okay, I'll play your game. So I would, you can't trust him either.
Il veut faire main basse au plus vite sur la Pologne, qu'il s'est également convoité par Staline. Un pacte de non-agression avec l'URSS permettrait aux deux tyrans de se partager le pays. Tâtons le terrain et voyons où cela nous mène, déclare-t-il. Pour plaire au Führer, Staline limoge brutalement Litvinov, son commissaire aux affaires étrangères, parce qu'il est partisan d'un accord avec la France et l'Angleterre, et aussi parce qu'il est juif. Oh, wow. Molotov est nommé à sa place. Mm. Staline lui conseille d'emblée d'aller plus loin. Tu dois débarrasser ton commissariat de tous ces juifs. Nettoie-moi cette synagogue. À l'été 1939, après 6 ans de tractations infructueuses, Staline voit ses efforts récompensés. Le contact entre les deux tyrans est enfin établi. Mais au moment d'entamer les pourparlers, Staline se met aux abonnés absents. Pour une fois, il est en position de force et il en profite. Dans sa citadelle des Alpes bavaroises, Hitler s'impatiente. L'invasion de la Pologne est programmée avant l'hiver. Pour avoir les mains libres, il doit sans tarder conclure un pacte avec Staline. Le 20 août 1939, Hitler, excédé, télégraphie un message personnel à son homologue soviétique. Il le somme de recevoir Ribbentrop. Staline se fait encore désirer. Il attend le jour suivant pour faire savoir à Hitler qu'il accepte la rencontre. Oh. I wouldn't trust this. A mile away, I wouldn't trust this. Le 23 août 1939, Ribbentrop, le ministre allemand des Affaires étrangères, arrive à Moscou. Wow, that, bon, yeah. Au Kremlin, à part Molotov, personne n'est au courant. Pour faire diversion, Staline a organisé une chasse aux canards, à laquelle participent les autres membres du gang. Ribbentrop est reçu par Molotov et Staline en personne. L'Allemagne anticommuniste d'Hitler et la Russie antifasciste de Staline s'entendent à merveille. Le pacte de non-agression est signé en un temps record. Mais surtout, il contient un protocole secret. No kidding. Après l'invasion de la Pologne, programmée par Hitler, les deux dictateurs se partageront le territoire. Sure. Staline obtenant aussi de faire main basse sur les pays baltes. L'accord conclu, on débouche le champagne et la vodka. Staline lève son verre et dit « Je bois à la santé du Führer. C'est un homme formidable. Wow. Pendant des années, nous nous sommes versés l'un sur l'autre des seaux d'ordures. Il faut préparer progressivement l'opinion au changement que ce traité suscite dans nos relations. » Quand Ribbentrop s'apprête à partir, il le prend à part et lui glisse à l'oreille « Je vous donne ma parole que l'Union soviétique ne trompera pas son partenaire. » Pour son entourage, qui découvre la nouvelle après coup, c'est la douche froide. La douche froide. Comment ? Nous serions donc alliés à l'ennemi fasciste ? Ce n'est qu'un jeu à qui mettra l'autre dans sa manche, assure Staline. Je sais ce qu'Hitler mijote. Il pense qu'il m'a eu, mais c'est moi qui l'ai embobiné. Vous verrez, nous réussirons à éviter la guerre pendant encore un bon bout de temps.
We shall see. Au Berghof, on sabre aussi le champagne. Sur la terrasse, la cour admire le soleil s'embraser derrière les montagnes autrichiennes. Un décor digne du crépuscule des dieux, fait remarquer Speer. On dirait un grand bain de sang, ajoute Hitler. That would be something he Puis se said. tournant vers Goebbels, il dit I believe Cette it. fois, nous ne conclurons pas sans violence. Mm-hmm. Yep. Une chose néanmoins tracasse Hitler. La rumeur court que Staline serait juif. C'est pourquoi il a demandé à Ribbentrop des clichés pris au cours de la rencontre. Hitler examine longuement le visage de Staline, particulièrement les lobes de ses oreilles, un prétendu marqueur de la race juive. Wow. Wow. Ils ne sont pas soudés comme chez les juifs, constate-t-il. Hitler est rassuré, peut-être même charmé par son ennemi de toujours. Ce Staline est une belle brute, déclare-t-il. Mais il faut reconnaître que c'est un diable d'homme. Hey, man, don't. If Hitler says that about you, that's something. That's funny. That is funny. If Hitler calls you a devil, that's the joke of the century. Le Führer est aux anges. La Pologne est maintenant à sa portée. Mm-hmm. De son côté, Staline attend le déclenchement des hostilités pour ravir sa part du gâteau. Part of the cake. Here we. His slice. Le 1er septembre 1939, la Wehrmacht entre en Pologne. Hitler a finalement trahi les accords de Munich. Cette fois, la France et la Grande-Bretagne ne lâcheront pas leur allié polonais et déclarent la guerre à l'Allemagne. C'est le début de la Seconde Guerre mondiale. Wow, look at the news. Could you imagine? So you got the TV on and you see this? You're like, what? The fateful hour of 11 has struck, and Britain's final warning to Hitler having been ignored, a state of war once more exists between Great Britain and Germany. Wow. Arriving at Westminster to hear the ominous decision, Wait, how do you get this thing on? statesmen set a good example, now universally followed, by carrying their gas masks. Mr. Churchill, as in 1914, is First Lord of the Admiralty. Hitler est ébranlé. Il n'avait pas prévu une telle réaction de la France et de la Grande-Bretagne. No, everybody was just supposed to let him do whatever he wants until they got to them. That's what Hitler thought was going to happen, I guess. Il faudra sérieusement s'occuper d'eux, les mettre à genoux. Pour Staline, c'est la validation de sa stratégie. Une alliance avec Hitler contre les démocraties. Staline respecte à la lettre les accords signés. Il fournit les matières premières exigées par l'Allemagne, mais pas seulement. L'une des clauses du pacte germano-soviétique prévoyait que les Allemands partis en URSS pour fuir le nazisme soient renvoyés en Allemagne. Les Soviétiques auraient livré 60 000 ressortissants du Reich, principalement juifs, alors qu'Hitler n'en réclamait que 20 000. Huh. De retour en Allemagne, tous seront exécutés. Yeah. Le Führer découvre même un article qui lui est favorable, dans les pages du quotidien soviétique Izvestia. Staline l'aurait-il écrit de sa main? War or peace. En tout cas, commande Goebbels, jusqu'ici les Russes ont tenu toutes leurs promesses.
À partir du 17 septembre 1939, une quinzaine de jours après le déclenchement de l'invasion allemande, l'armée rouge envahit l'est de la Pologne et les pays baltes. Vaincue, la Pologne est bientôt dépecée, pillée, massacrée. Poland has gone through a lot of shit. Poland is one tough country. It really is. La lune de miel germano-soviétique est largement mise en scène par la propagande des deux camps. Crazy. Les anciens ennemis se rencontrent sur la frontière, qui départagent leurs zones d'influence respectives, avec échange de sourires et de poignées de main. Des entraînements militaires conjoints, rassemblant des éléments de la Wehrmacht et de l'armée rouge, auraient même eu lieu aux confins de la Pologne. Le 21 décembre 1939, comme la Pravda s'en fait l'écho, Hitler présente ses vœux à son partenaire soviétique pour son 60e anniversaire. Staline le remercie promptement. Il conclut son téléx par ces mots. L'amitié soviéto-allemande, scellée dans le sang, promet d'être longue et durable. Yeah, because it's not your blood. Not your blood. You're just killing the kids out there. They don't give a shit. Who Le 10 mai dies? 1940, Hitler attaque la France. Hitler attacks France. Wait. We know. We know. Oh shit. Après seulement 6 semaines de combat, la France, une des plus grandes puissances militaires au monde, capitule. Staline s'inquiète. Tant que l'armée allemande était occupée à l'ouest, l'URSS était à l'abri. Ouais. Ouais. Une victoire aussi rapide sur la France pourrait encourager Hitler à porter de nouveau le regard à l'est et à l'attaquer. Wow. Look at this. Isn't this a scene? Wow. And that's what's really effed up. Well, it's not really effed up. If they don't say we love you, Hitler, they get executed. So, but it sure genuinely looks like those are happy people. Like you killing millions of innocent people. Yeah, we love you. À Berlin, depuis le balcon de la chancellerie du Reich, Oh God, le stop. Führer savoure sa victoire. Wow. Wow. L'Angleterre n'a pas capitulé. Mais dévastée par les bombardements de la Luftwaffe, elle ne représente plus une menace. Hitler a les mains libres pour relancer son projet d'invasion à l'Est. Wow. Unbelievable. What a story. What a video. What a Au video. printemps 1941, Hitler est de retour au Berghof, loin des champs de bataille. La petite société des dirigeants nazis l'a rejoint, avec femmes et enfants. Eva Braun, la maîtresse d'Hitler, immortalise ses instants avec une petite caméra 8 mm Agfa Color. Wow. Le Führer prend volontiers la pose avec Blondie, son berger allemand, mais refuse d'être filmé en compagnie de son chien préféré, un Scottish Terrier noir, qui convient mieux aux dames de compagnie qu'à un homme de sa position. Ah.
Je ne peux pas me permettre d'apparaître en public avec un chien autre qu'un chien loup. Wow. Du sublime au grotesque, il n'y a qu'un pas. Se Sad. justifie-t-il? Just sad. That's too good. Les Allemands ignorent l'existence d'Eva Braun. Hitler entretient farouchement l'image d'un homme seul, dévoué à son pays, à sa mission. S'il apprécie le corps athlétique d'Eva Braun, il la maintient dans un rôle ornemental et méprise son intelligence. À l'architecte Speer, il confie: un homme d'une intelligence supérieure se doit d'avoir une femme primaire et stupide. Yes, that's exactly what I was thinking. Imaginez que par-dessus le marché, j'ai une femme qui se mêle de mes affaires. Le Führer s'est malgré tout attaché à sa maîtresse, sans parvenir à l'aimer. Hitler n'a été amoureux qu'une fois. Elle s'appelait Gélie Robal. C'était sa nièce. Wow. À la fin des années 20, alors qu'elle n'était qu'une adolescente, il s'affichait volontiers avec elle. Wow. Jusqu'à ce que la jalousie d'Hitler finisse par la détruire. Oh. Séquestrée dans son appartement, elle plonge dans la dépression. Gélie Robal finira par se donner la mort avec le pistolet d'Hitler. Oh, wow. She killed herself. She was so miserable. Wow. Ce soir-là, sur la terrasse du Berghof, Hitler pense-t-il au lien qui l'unit dans le deuil à Staline. Staline a lui aussi perdu sa femme, Nadia Allélouyeva, qui s'est suicidée parce qu'elle ne supportait plus la vie commune avec lui. Wow. Same. Gélie est morte en 1931, Nadia en 1932. Hitler et Staline sont faits des mêmes drames, mais le rapprochement n'ira pas plus loin. Le jeu de dupes du pacte germano-soviétique, Hitler compte bien y mettre un terme. Mm-hmm. Le 30 mars 1941, devant les chefs d'armée du Reich, Hitler a dit: le pacte conclu initialement avec la Russie ne peut justifier aucune réserve morale sur le fait d'attaquer. Staline l'a signé dans le but de pousser l'Allemagne à la guerre et pour nous tomber dessus avec son bolchevisme quand nous serons saignés à blanc. La possibilité existe maintenant d'abattre la Russie. Ouais, on savait ça. On savait ça. We knew that was coming. Like you could trust any of these two. Ce serait un crime contre le futur du peuple allemand si je ne saisissais pas l'opportunité. Ben voilà, I'm going to stop right here. I'm going to stop right here. Very interesting video. Very interesting video. And yeah, I think we know what's coming next. Another bloodbath. But now the question is what I can do with this video and what I can't do with this video. I'll have to do a little testing. Little testing. The only thing that I've seen really that would likely really upset YouTube would be the the bodies in the beginning of the film that unfortunately, because YouTube wants you to think that war doesn't have dead people in it and we shouldn't even discuss it, look at it, know about it. But yeah, that's what happens when you have war, you have dead people. So yeah, I might have to blur out or just take out the whole, what was it, maybe 12 seconds of, the fallen, I'm going to call them this, the fallen
the fallen heroes. Well, not heroes. The fall, the fallen, let's call them slaves, because, these are just kids who are just told, you go over there and start shooting at those people, and they're gonna shoot at you, and you're gonna die. But I'm gonna be safe. I'll be back there. Don't worry about me. I'll be back there. I'll be safe. But I need you to go over there and to kill those people. Okay? Yes, you'll likely get killed too, but that's the way it is. Until you tell them, you tell Hitler and Stalin, you guys have a great chance of getting killed by starting this war. Like, you could easily get a bullet in the head. Then you see how quickly they'd be like, what? Oh, well, let's rethink this then. I mean, I might die. Oh, I have to think about this war then. It's okay if I send innocent, kids and they could die, but wait a minute, me? And it's like that with every president, every war, everything. I always feel like the one who initiates a war should be on the front lines. He should be on the front lines. I think even George Washington took up arms and was fighting with his army with an excellent chance of being killed. That's what you call a leader. If you want to go to war, you got to show that you have the guts to want to die too. Not some punk ass saying, "Hey, go to war while I'm back over there in my bourgeois vie with my food, my wine, my women, and I'll be safe over here, but you guys go over there and kill each other." No, you'll never get my respect with that type of attitude. But anyway, okay, and listen, we know what's gonna happen next, and I will see what I can do with this video. Okay, I'll see what I can do. Likely, it's gonna end up where. Take care. Peace out. Part 1, finito. Part 2 will be a long, over an hour. But we'll see. Maybe it'll be 3 parts. I don't know. Peace out.